Sans plus tarder, Rémi, donc tu as présenté une thèse intitulée Transformer les habitudes du cœur et de l'esprit, des bonnes intentions à une réponse prosociale fiable. Les membres du jury ont évalué ta thèse, l'ont acceptée pour soutenance et je t'invite donc à nous en faire une brève présentation d'une trentaine de minutes maximum et après quoi je donnerai la parole aux membres du jury. Donc, c'est à ton tour. OK, parfait. Donc, merci beaucoup tout le monde. Je vais passer à mes diapositives. Donc, premièrement, j'aimerais ça remercier toutes les personnes qui se sont présentées aujourd'hui pour assister à ma soutenance. Et j'aimerais commencer avec une petite anecdote. Durant mon baccalauréat en psychologie, j'ai pris un cours sur la psychologie du rêve à l'Université de Montréal, dans lequel on devait tenir un journal de rêve. Et une chose que j'ai réalisée, c'est qu'il semble qu'au fil du temps, mes comportements dans le rêve ont changé. Au départ, qui étaient un peu plus antisocial ou conflictuel ou agressif quand j'étais face à des situations difficiles dans mes rêves. Mais avec le temps, il semble que mes comportements soient devenus un peu plus paisibles, un peu plus dans l'intention de désamorcer ces situations-là. Et ça m'avait intrigué parce que dans le rêve, nous ne sommes pas vraiment en contrôle de nous. C'est plus un comportement qui est désinhibé, que j'aime appeler le soi spontané, finalement. Et j'attribue ces changements de comportement à ma pratique de méditation, de présence attentive, qu'on appelle aussi la pleine conscience ou la mindfulness, et à aussi d'autres pratiques comme la méditation d'amour bienveillant qui vise à développer des sentiments de bienveillance et de gentillesse envers les autres. Et c'est dans cette optique-là que j'ai commencé mon doctorat à l'Université du Québec à Montréal avec Stéphane Dandenot. Il y avait en particulier deux aspects qui m'intéressaient pour travailler avec Stéphane. D'une part, Stéphane s'intéressait à la question des psychabitudes, soit les habitudes mentales automatiques qu'on développe par rapport à soi ou par rapport aux autres. Et un autre aspect, c'était que Stéphane s'intéressait à une tâche sur la pleine conscience, une tâche qui permettait finalement d'activer la capacité innée des gens à être dans le moment présent. Et donc, quand j'ai commencé mon doctorat, je me suis posé les questions suivantes. Pour quelles personnes est-ce que les interventions de présence attentive et d'amour bienveillant sont-elles les plus bénéfiques? D'une part, quand on dit quelle personne, ça peut être par exemple des différences individuelles comme au niveau de la personnalité. Et en termes de situation, on pourrait imaginer par exemple quand vous venez de finir une grande journée de travail, vous éprouvez beaucoup de fatigue cognitive, c'est-à-dire un épuisement mental. Est-ce que ces pratiques-là ou ces interventions-là d'amour bienveillant et de présence attentive permettent de continuer à démontrer un comportement prosocial, c'est-à-dire d'altruisme, malgré cette fatigue? Donc, Stéphane avait développé cette tâche dans le passé que je disais, la tâche d'amorçage de la présence attentive, qu'en anglais on appelle ça un priming mindfulness task. Et cette tâche, finalement, vise à activer certains concepts associés à la présence attentive, comme l'acceptation, le lâcher-prise ou bien le moment présent. Je vous fais une petite démonstration. Ici, à l'écran, les participants voyaient une liste de mots à gauche, par exemple, self-observation, Susan walks fast, et ils devaient glisser ces mots à droite pour faire une phrase qui a un sens grammatical. Ici, effectivement, c'est Suzanne marche rapidement. Et les mots qui restaient à gauche étaient des mots que, comme je disais, qui étaient associés à la présence attentive, comme acceptation, lâcher prise, observation de soi. Et c'est ainsi que les participants participantes, en devant évaluer si les mots rentraient dans la phrase, devaient traiter ces mots-là. C'est ainsi que ces mots-là amenaient une activation de la présence attentive. Dans la condition témoin, le groupe contrôle, les mots qui restaient à gauche étaient des mots qui étaient neutres. À ce moment-là, il n'y avait pas d'activation de la présence attentive. Stéphane avait fait déjà des travaux à ce niveau-là qui montraient qu'il y avait des effets personnels intéressants au niveau des émotions, des biais attentionnels, et au niveau de l'estime de soi, notamment. Moi, je m'intéressais plus au niveau interpersonnel. Donc, je posais la question, est-ce que cette activation de la présence attentive peut réduire l'agression? Et si oui, pour quelle personne est-ce que l'effet est le plus saillant? Donc, cet article-là, le premier article, a été publié dans la revue Mindfulness il y a maintenant 1 an et s'inscrivait dans une démarche de sciences ouvertes où ce que les études 2 et 3, donc l'article rapporte 3 études, les études étaient préenregistrées sur l'Open Science Framework avec les données ouvertes, les matériaux ouverts, etc., qui permettent la réplication de ces études. Notre première hypothèse était que cette activation de la présence attentive allait réduire le niveau d'agression, puisque
elle mettait l'emphase sur des sentiments comme le laisser-aller et l'acceptation. C'est également consistant avec la littérature sur la présence attentive, la pleine conscience en général. Maintenant, au niveau du trait de personnalité, on avait plusieurs hypothèses. Un exemple de cela, c'était le niveau de contrôle de soi. Les gens qui ont un haut niveau de contrôle de soi, en général, sont très bons pour délayer les récompenses, résister aux tentations et également avoir un comportement en général un peu plus moral ou conforme aux normes, dont être moins agressif. Donc, nous avions émis l'hypothèse que pour les gens qui sont hauts en contrôle de soi, le niveau d'agression serait bas, peu importe s'ils ont la présence attentive d'activer ou pas. Cependant, les gens qui ont un faible contrôle de soi ont tendance à être plus agressifs. À ce moment-là, c'est là que la manipulation de présence attentive pourrait avoir l'effet le plus intéressant pour réduire l'agression. Maintenant, comment est-ce qu'on mesure l'agression exactement? Je vous fais un petit aperçu. Donc, c'est une tâche à l'ordinateur qui s'appelle le paradigme d'agression de Taylor, dans lequel les participantes jouaient à un jeu compétitif de temps de réaction où ce qu'ils devaient cliquer sur leur souris plus vite que leur adversaire lorsque le signal apparaissait. Et si la personne gagne cet essai, ils peuvent, en guillemets, punir leur adversaire en choisissant une intensité d'un son qui sera administré dans les oreilles de l'adversaire, avec également une durée. Donc, par exemple, le signal tourne jaune, préparez-vous, rouge, il faut cliquer, on clique, et finalement, nous n'avons pas été assez rapides, nous perdons, et à ce moment-là, c'est nous qui sommes punis, nous recevons un son à l'oreille. Donc, on prend la moyenne des 25 essais sur cette tâche pour établir un score total d'agression. Alors, quels sont les résultats? La première chose sur ce graphique, nous avons l'intensité sonore sur l'axe des Y, qui est le niveau d'agression, et nous avons les deux groupes, donc présence attentive et le groupe témoin, et les moyennes sont représentées par les points noirs dans le milieu. Et ce que nous trouvons, c'est que cette tâche d'amorçage de la présence attentive ne réduit pas l'agression basée sur notre échantillon. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'en moyenne, ça ne réduit pas l'agression, qu'il n'y a pas quand même des modérateurs, des traits de personnalité qui peuvent faire en sorte que la tâche fonctionne chez certaines personnes. Nous avons donc testé plusieurs modérateurs, dont le niveau de trait de contrôle de soi, et nous avons effectivement trouvé une interaction significative à ce niveau-ci. Cependant, ce n'était pas exactement comme nous l'avions prédit. Nous avons prédit que la présence attentive allait réduire l'agression. Cependant, des analyses de pente simple suggèrent plutôt que chez les gens qui ont un haut contrôle de soi, donc un écart type au-dessus de la moyenne, sur cette ligne foncée bleue qu'on voit qui est continue, la différence entre le groupe témoin à gauche et la présence attentive à droite suggère qu'il y a une augmentation de l'agression chez ces gens-là. Peut-être, spéculons-nous, que c'était que ces gens qui ont normalement un haut contrôle de soi, lorsqu'on leur demande de lâcher prise, se permettaient d'être un peu plus eux-mêmes, même si cela voulait dire d'être agressifs. Cependant, comme c'était contraire à nos hypothèses et contraire à un peu de la littérature existante, nous avons décidé de répliquer ces études-là, ces résultats-là, dans 2 études supplémentaires, comme je le disais, qui étaient préenregistrées, dans lesquelles on se commettait à tester ces hypothèses-là de manière confirmatoire. Et nous n'avons pas été en mesure de répliquer cette interaction-là entre l'amorçage de la présence attentive et le niveau de contrôle de soi, malgré des tailles d'échantillons plus grandes qui nous donnaient plus de puissance statistique pour détecter des effets potentiels. Alors, pour conclure l'article 1 rapidement, il semble que ces procédures d'amorçage de la présence attentive n'influencent pas les comportements antisociaux comme l'agression, même lorsqu'on considère des modérateurs comme des traits de personnalité ou des capacités cognitives. En outre, il y a également une autre conclusion importante, c'est que normalement, c'est rare de publier des résultats non significatifs comme ça. Pourtant, c'est critique pour l'avancement de la théorie parce qu'il faut savoir où est-ce que différentes interventions, par exemple, peuvent fonctionner et où est-ce qu'elles ne fonctionnent pas, et chez qui elles fonctionnent et chez qui elles ne fonctionnent pas. Si on ne publie pas ces résultats, ça crée l'effet de tiroir qui contribue à la crise de réplication qu'on connaît en psychologie. Et cette étude-là, au final, souligne l'importance de la transparence, de la rigueur scientifique, du préenregistrement des hypothèses et des efforts de réplication. Je passe maintenant à l'article 2 dans lequel on s'intéressait à la question de l'amour bienveillant. Pourquoi une transition de la présence attentive à l'amour bienveillant? C'est que pour les fins de l'article 2, nous voulions maximiser les chances de trouver un effet sur la prosocialité, sur l'altruisme, et quoi de mieux pour ça qu'une pratique qui est dédiée au développement de sentiments prosociaux par rapport aux autres. Alors, la première question, parce que l'article
beaucoup de résultats et je fais juste un survol de certains des résultats, partie 1 et partie 2. Dans la partie 1, on demande une intégration quotidienne de la bienveillance sous forme de méditation ou bien de réflexion. Est-ce qu'elle peut augmenter la prosocialité et réduire l'agression? Dans la partie 2, on s'intéresse encore une fois à des modérations et on demande est-ce que ces effets bénéfiques persistent malgré un épuisement mental, comme nous disions, lorsque nous sommes très fatigués, par exemple, après une grande journée de travail. Donc, en l'occurrence, pour tester ces questions et répondre à ces questions, finalement, nous avons utilisé un essai randomisé contrôlé, encore une fois préenregistré, une intervention complètement en ligne qui évite la contamination par les contacts, les communications entre les participants, avec 3 groupes. Premièrement, un groupe de méditation sur l'amour bienveillant. Deuxième lieu, un groupe de réflexion sur l'amour bienveillant. Et enfin, un groupe témoin par liste d'attente qui ne recevait aucune intervention. Dans ce cas-ci, on leur disait, vous allez recevoir l'intervention plus tard, lorsque des places seront disponibles, finalement. La formation dans les 2 groupes expérimentaux était d'un entraînement quotidien d'une durée de 6 semaines. Et à la fin de cette intervention-là, nous faisions également un autre suivi 6 semaines plus tard pour voir la durée de ces effets. Alors, qu'est-ce que les interventions comprenaient? Dans le contexte du groupe de méditation sur l'amour bienveillant, les participantes écoutaient un enregistrement audio de méditation guidée sur l'amour bienveillant de 10 minutes par jour. Additionnellement, ils écoutaient un enregistrement plus long de 30 minutes une fois par semaine. Le groupe de réflexion sur l'amour bienveillant est vraiment l'originalité de cette étude, où ce que pour avoir un contrôle qui est adéquat par rapport au groupe de méditation, on faisait lire aux participantes des extraits de livres sur les thèmes de l'amour bienveillant, accompagnés d'une petite rédaction qu'ils devaient écrire, une courte réflexion, pour un total de 10 minutes par jour. Additionnellement, ils avaient également des balados, c'est-à-dire des podcasts sur l'amour bienveillant, sur les mêmes thèmes, de 30 minutes, une fois par semaine à écouter. Et la structure dans les 2 groupes des sujets suivait la tradition de méta, de l'amour bienveillant dans le bouddhisme, c'est-à-dire l'amour bienveillant envers soi-même pour la première semaine, envers un bienfaiteur pour la 2e semaine, ensuite un ami, une personne neutre, une personne difficile et tous les êtres. Ces extraits de livres étaient tirés de 9 livres différents, comme Un cœur vaste comme le monde de Sharon Salzberg ou Aimez vos ennemis, par exemple. Et les balados étaient faits sur mesure pour l'étude par notre enseignant de méditation d'amour bienveillant, Pierre-Vincent Beauruel, ainsi qu'un co-chercheur sur cette étude, Stéphane Dandonneau, mon directeur. Donc ici, on parle quand même d'un projet massif qui s'étire sur plus de 6 ans, à partir de l'application à la subvention Francisco Varela du Mind Life jusqu'à la rédaction de l'article 2 aujourd'hui. Et donc, ça me fait très plaisir de vous présenter ce résultat aujourd'hui. Alors, quelles hypothèses avions-nous fait pour cette 2e étude? Alors, premièrement, on s'entendait à ce que les résultats sur la prosocialité, sur l'altruisme, soient les plus importants pour le groupe de méditation. Et pour le groupe de réflexion, on s'entendait que les résultats sur la prosocialité soient à mi-chemin entre le groupe de méditation et le groupe de liste d'attente. Parce que bien qu'ils réfléchissaient à ces idées de bienveillance, on ne leur donnait pas de technique ou d'application à ce niveau-là. Nous ne leur enseignons pas la méditation. Quels résultats alors? Des résultats fort surprenants, je vous avoue. Premièrement, le patron des données entre le groupe de méditation et le groupe de réflexion a été renversé. C'est-à-dire que les effets les plus importants, par exemple, sur cette variable d'amour compassionné, étaient pour le groupe de réflexion, à la fois au temps 2 et les effets qui se maintenaient au temps 3. Alors que le groupe de méditation, quant à lui, c'est lui qui est à mi-chemin entre le groupe les attentes et le groupe de réflexion. Nous avions même un résultat similaire au niveau de l'agression comportementale avec la même tâche que je vous ai présentée plus tôt. C'est-à-dire que si on regarde la ligne verte qui représente le groupe de réflexion, il y a une nette baisse du niveau d'agression au temps 2 qui est maintenu au temps 3. Nous avions également pour les intentions d'aider un effet qui apparaissait seulement en temps 3, encore une fois pour le groupe de réflexion, ce qu'on appelle un effet délayé, ce qui suggère peut-être que même une fois l'intervention terminée, les gens continuent à réfléchir aux histoires, aux anecdotes et aux informations qu'ils ont lues pendant l'intervention. On avait également une amélioration au niveau des attitudes intergroupes positives pour le groupe de réflexion, encore une fois, au temps 2, maintenu au temps 3. Et à des fins exploratoires, j'étais curieux de savoir quel groupe social est-ce qui générait un peu cette amélioration. Donc, on peut voir que cette mesure-là était une moyenne de chacune des catégories sociales à droite ici.
Et on peut voir que finalement, c'est la ligne rose. Finalement, c'est les attitudes se sont le plus améliorées pour les personnes sans abri. On avait également une autre tâche maison qui visait à mesurer l'accessibilité cognitive de concepts associés à l'altruisme et à l'agression. Parce qu'on se disait, si les gens incarnent la bienveillance, c'est quelque chose qui est fréquemment à leur pensée, à leur esprit et dans leur cœur, alors à ce moment-là, ils devraient être plus rapides à se rappeler de souvenirs reliés à l'altruisme ou à l'agression. On leur demandait donc, aussitôt que vous allez penser à à la dernière fois où vous avez agi de manière altruiste, pesez sur la barre d'espace. Okay? Donc, un temps de réaction plus court veut dire une plus grande accessibilité des souvenirs altruistes. Et dans ce cas-là, on a le même patron de données que plus tôt, c'est-à-dire que le groupe de réflexion, encore une fois, montre un temps de réaction plus court par rapport au groupe des attentes. Cependant, on ne voit pas d'effet au niveau de l'accessibilité cognitive de souvenirs de comportements agressifs. Une autre tâche maison que nous avions, c'était pour mesurer le comportement prosocial directement via une tâche de don. Alors, les participants étaient exposés à 24 organismes de charité différents et on leur demandait quel montant étaient-ils prêts à donner de 0 à 10 à partir de leur compensation finale. Et un organisme au hasard des 24 serait finalement sélectionné pour réaliser leur don. Ces organismes étaient séparés dans 4 piliers gouvernementaux différents, municipal, provincial, fédéral ainsi qu'international. Ici, j'ai classé les différents organismes en fonction du montant total de dons qui montre que l'organisme qui recevait le moins de dons en général était l'Association de Montréal pour la déficience intellectuelle et celui qui recevait le plus de dons était Médecins sans frontières. Alors, est-ce qu'il y a un effet de l'intervention? Et non, même le groupe de réflexion, finalement rendu notre groupe favori à ce point-ci, ne montre pas d'amélioration au niveau des dons de charité. Cette tâche qui était faite juste au temps d'eux pour éviter les effets de test-retest qui peuvent être importants dans ce genre de tâches. Cependant, beaucoup de témoignages semblaient suggérer que finalement, l'argent, les dons d'argent, la philanthropie, ce n'est peut-être pas la meilleure manière d'aider. Par exemple, un témoignage disait vouloir donner de l'argent pour aider, c'est louable, mais selon moi, il vaut mieux aider via d'autres moyens. Et il y en a beaucoup. Le moindre service rendu est une superbe action. Alors peut-être qu'on peut imaginer que la philanthropie, le don d'argent, pourrait être considéré comme un comportement altruiste différent des autres types qui sont basés sur les actions quotidiennes, par exemple. J'en ai profité pour faire un nuage de mots à partir des textes de réflexion dans le groupe de réflexion, c'est-à-dire sur les lectures, et on voit que les mots compassion et amour ressortent plus fortement, ce qui suggère que les participantes s'engageaient bel et bien dans l'exercice d'engagement cognitif avec les lectures. Je me suis également amusé à lire certains des réflexions en question pour essayer de comprendre d'où venaient ces effets importants dans le groupe de réflexion. Et il semble que ça les ait motivés grandement à apporter des changements dans leur propre vie et que ça les inspirait même. Donc, je lis quelques exemples. Ça me donne envie de passer à l'action, d'aller fouiller mes blocages intérieurs pour m'amener vers une compassion grandissante envers les autres. Un autre, je trouve que des gestes héroïques comme ceux décrits sont absolument admirables. C'est grâce à des histoires comme celle-ci que je veux agir et dénoncer lorsque je suis confronté à l'injustice. Et enfin, tout est tellement vrai. Merci du fond du cœur. PS, je suis très contente de participer à ce beau projet. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure à partir de ces résultats? Premièrement, la méditation sur l'amour bienveillant, ça m'a amené à plus d'amour compassionné, ce qui est consistant avec la littérature précédente. Mais cet effet-là ne semble pas se maintenir sur le long terme, du moins avec une intervention de 6 semaines, comme dans la présente étude. Par contre, ce qui est le plus intéressant de ces résultats, c'est vraiment le groupe de réflexion qui était supposé au départ, ça être simplement un groupe contrôle qui, au final, semble amener plus d'amour compassionné, plus de motivation à aider, des attitudes intergroupes plus positives, plus d'accessibilité cognitive, de souvenirs, de comportements altruistes et moins d'agression comportementale. En plus, ces effets semblent se maintenir sur le long terme, même s'il y a d'autres variables que je n'ai pas présentées pour lesquelles il n'y avait pas d'effet. Somme toute, c'est très prometteur comme nouvelle piste d'investigation sur ce sujet de la prosocialité. Comme je disais, on pensait séparer cet article en deux parties. La première partie des résultats directs et la deuxième partie pour les modérations. Pour la première partie, je serais reconnaissant au comité de savoir où est-ce qu'ils pensent que ces résultats seraient publiés, dans quelle revue ce serait le meilleur fit finalement. On a considéré PNAS, peut-être Journal of Applied Psychology ou Mindfulness. Je passe maintenant à la partie 2 de l'article où on s'intéresse aux modérations. Une grande partie de ma thèse, en fait, se base sur le modèle duel du contrôle de soi et de l'impulsivité.
Je vous avoue, c'est assez compliqué, je fais de mon mieux pour le résumer, mais en gros, nos comportements sont en général prédits par deux types, si vous voulez, d'attitudes ou de systèmes qui sont en compétition pour prédire le comportement. Le premier système, si vous voulez, c'est le système 2, qui est le système explicite, conscient, qui est lent et contrôlé. Le premier système, le système 1, implicite, est rapide, automatique et parfois inconscient. Normalement, lorsqu'on est en pleine capacité de nos ressources intellectuelles, c'est le système 2, le système conscient, qui prédit le mieux nos comportements. Mais lorsque, par exemple, nous sommes en situation de fatigue cognitive ou d'épuisement mental, alors la balance penche plus du côté du système 1, du côté implicite, et alors à ce moment-là, ce sont nos attitudes implicites qui prédisent le mieux nos comportements. Alors, qu'est-ce que nous avons utilisé comme manipulation de fatigue cognitive, aussi en anglais appelée ego depletion? Nous avons utilisé la tâche de Stroop, qui est une tâche classique qui vise à finalement générer un conflit cognitif au niveau de la lecture de mots. Par exemple, vous voyez le mot rouge qui est en bleu. La lecture est automatique. Alors, si je vous demande de peser sur soit D, F, J ou K sur votre clavier, alors normalement, on voit le mot rouge, on voudrait peser sur D. Mais la règle est plutôt de s'inhiber de lire le mot et plutôt utiliser la couleur du mot qui est bleu. Alors, ça serait J. Donc, cette tâche sur 180 essais, je vous garantis, c'est très épuisant et on espérait que c'est ce genre de tâche qui aurait un effet de fatigue cognitive chez nos participantes et participants. Quelles étaient nos hypothèses, donc, basées sur la littérature précédente? Si on commence avec la ligne bleue ici, le groupe Les Attentes, on voit que normalement, évidemment, du temps 1 à temps 2, il n'y a pas de changement dans la prosocialité, mais suite à la fatigue cognitive, on s'attendrait à une diminution de la prosocialité ou vice-versa, une augmentation de l'agression. Pour le groupe de réflexion, on verrait le même patron, c'est-à-dire une réduction de la prosocialité. Cependant, on se disait pour le groupe de méditation, s'ils ont vraiment incorporé ces pratiques de bienveillance, ils devraient avoir ces comportements prosociaux, d'altruisme, peu importe la situation et peu importe leur niveau de fatigue cognitive. Leur comportement serait donc stable, peu importe les circonstances. Je vous présente qu'un survol des résultats. On a eu, par exemple, une interaction significative triple qui est ressortie pour l'amour compassionné. Et je vous explique un seul panneau à la fois. On commence à gauche avec le groupe de les attentes, avec la ligne bleue également, qui représente la condition de contrôle. C'est-à-dire que cette ligne-là représente des personnes, on va dire, normales, lorsqu'ils n'ont pas d'intervention particulière, ils n'ont pas d'intervention de fatigue cognitive également. Ce qu'on voit, c'est que le niveau d'agression implicite, un plus grand niveau d'agression implicite, est associé à un niveau plus bas d'amour compassionné. Alors, so far, so good, cela a du sens. Ce qui est surprenant comme résultat, c'est si on regarde la ligne orange, où ce que finalement, lorsque les gens vivent une fatigue cognitive, il y a une augmentation de l'amour compassionné rapporté. Ça, c'est étonnant puisqu'on s'attendait à une réduction de l'amour compassionné. On peut seulement spéculer à ce niveau-là, mais peut-être que suite à la fatigue cognitive, les gens étaient seulement moins bons en introspection, étaient moins en capacité de rapporter de manière précise et valide leur niveau réel de vertu ou d'amour compassionné. Dans le cas du groupe de méditation, on voit qu'il n'y a plus d'interaction entre la condition de contrôle et le groupe de fatigue cognitive. Dans un certain sens, ça valide en partie notre hypothèse, dans le sens qu'on disait le groupe de méditation va montrer un comportement plus stable, peu importe le niveau de fatigue cognitive. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de ces résultats? Premièrement, les résultats des modérations sont intrigants, en partie contraires à la littérature. Par exemple, dans le groupe témoin, la manipulation d'épuisement mental semble augmenter l'amour compassionné plutôt que les descendre. Ceci étant dit, dans le groupe de méditation, comme prévu, on a un petit peu le même comportement, ils sont plus stables dans leur comportement, peu importe leur état mental. Et ça, c'est la première étude à montrer que la relation entre les attitudes et le comportement peut être modifiée grâce à une intervention. Ceci étant dit, c'est très nouveau tout ça et il va falloir que de nouvelles recherches viennent confirmer tout ça. Et peut-être ce qui serait judicieux, ce serait d'utiliser, en fait, de vraiment venir valider cette manipulation de fatigue cognitive dans la population normale sans intervention pour ces variables-là d'altruisme et de prosocialité et de compassion pour vraiment établir c'est quoi la base à laquelle il faut s'attendre. Alors, je conclus cette présentation en nous rappelant les conclusions principales. Premièrement, l'amorçage de la présence attentive qu'on a vu au début ne réduit pas l'agression, même lorsqu'on prend en considération des modérateurs, comme par exemple des traits de personnalité ou des capacités cognitives.
Au niveau de l'article 2, on a vu que cette nouvelle intervention de réflexion sur l'amour bienveillant, basée sur des lectures et des balados, est très prometteuse pour réduire l'agression, augmenter la prosocialité, et même en général, plus qu'une intervention de méditation. Et ça, c'est totalement novateur et nouveau. Cependant, plus de recherches vont être nécessaires, comme j'expliquais, pour continuer à évaluer le rôle modérateur de la fatigue cognitive sur les attitudes. Ceci étant dit, ça ouvre la porte à de nouvelles recherches qui pourraient continuer à investiguer ces interventions-là basées sur des lectures et des balados. Peut-être qu'on pourrait développer une étude où on lit le même livre de A à Z et ça serait ça l'intervention pour comprendre c'est quoi l'effet de ces livres de psychologie populaire ou de self-help. Qu'est-ce que ça a comme effet dans la société en réalité? Alors sur ce, j'aimerais remercier mes organismes subventionnaires, le Mind and Life Institute qui a financé cette recherche, le CRSH et l'UQAM qui ont financé mon doctorat, et mes collaborateurs Stéphane Damneau, Romane Masson, Marion Archambault et Pierre-Vincent Beauruel. Alors, je vous remercie et là-dessus, j'ouvre la porte aux questions.